C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'enquête impartiale réclamée par l'ONU aux autorités d'Eswatini. Une enquête sur l'assassinat de l'avocat et farouche opposant Thulani Maseko. Il a été tué chez lui la semaine dernière par des hommes armés. La correspondance dans la région dans ce journal. Les premières activités de forage lancées en Ouganda dans les champs pétroliers de Kingfisher au lac Albert, une opération qui permet au pays d'accéder au rang de producteur de brut. Mais ce méga projet pétrolier est décrié par les défenseurs de l'environnement. Enfin, nous irons dans ce journal à la rencontre de la communauté berbère dans le sud de la Tunisie, une petite communauté qui tente tant bien que mal de perpétuer sa culture et sa langue. Reportage de nos correspondants à suivre. L'ONU réclame une enquête rapide, indépendante, impartiale et efficace aux autorités de l'Eswatini. Une demande suite à la mort violente de l'avocat et opposant Thulani Maseko. Il a été tué par des hommes armés alors qu'il était chez lui. La correspondance dans la région de Caroline Dumais. Pour comprendre l'importance de cet assassinat, il faut le savoir. Qui était Thulani Maseko? Un avocat activiste qui s'est toujours battu pour la démocratie dans son pays. C'est lui qui, par exemple, avait poursuivi en justice le roi qui avait décidé par décret que le Swaziland allait désormais s'appeler Eswatini. C'est lui aussi qui défendait les députés qui sont toujours emprisonnés pour avoir critiqué le régime. C'est lui enfin qui avait monté ce forum dans lequel la société civile est présente pour qu'on puisse enfin parler du changement dans ce petit pays d'Afrique australe. Parce que ça fait maintenant plus de 2 ans qu'il y a des manifestations régulières en Eswatini. Des manifestations pour demander l'arrêt de la monarchie absolue. Surtout la jeune génération qui veut un régime normal, des élections, un gouvernement, et qui se bat contre la chape de Mswati III. Le roi aujourd'hui décide de tout, nomme le gouvernement, peut dissoudre le Parlement, et c'est un régime souvent abusif du côté des droits de l'homme. D'ailleurs, ces manifestations sont souvent réprimées dans la violence, et Thulani Maseko était celui qui soignait les gens, qui défendait les personnes qui étaient arrêtées. Il est bien difficile aujourd'hui de penser que son assassinat n'est pas politique, et c'est sans doute pour ça que la communauté internationale veut une enquête sérieuse. Toujours autant d'animosité entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Ce mardi, Kigali a accusé un avion de chasse congolais d'avoir violé son espace aérien. Il s'agit du dernier épisode en date des vives tensions entre les deux pays depuis une offensive rebelle dans l'est de la RDC. On part à présent en Ouganda. Le pays a lancé ce mardi ses premières activités de forage dans les champs pétroliers de Kingfisher sur le lac Albert. Le pays accède au rang de producteur de brut avec un méga projet très critiqué par les défenseurs de l'environnement. Camille Nedelec. Des champs pétroliers et un champ de bataille. Le méga projet controverse qui reliera la Tanzanie et l'Ouganda a franchi un cap mardi. Le président ougandais Yoweri Museveni a lancé une campagne de forage sur le champ pétrolier Kingfisher, opéré par la compagnie chinoise CNOOC. Elle est située sur lac Albert, une zone naturelle réputée pour sa biodiversité. Les opposants politiques tirent la sonnette d'alarme. Nous n'avons pas d'institutions capables de tracer les dégâts que l'industrie pétrolière pourrait provoquer. Nous avons des trésors écologiques qui ont un intérêt public en soi. Le Kingfisher n'est pas bien loin des projets Tilinga 1 et 2, exploités par le géant pétrolier Total Energy. Tous devraient être opérationnels d'ici 2025. Leur production cumulée de plus de 200 000 barils par jour serait transportée par l'oléoduc d'Afrique de l'Est, le plus long du monde. Mais Total Energy était accusé de mener ce méga projet d'environ 10 milliards de dollars au mépris des droits humains et de l'environnement. En septembre dernier, le Parlement européen a voté une résolution les dénonçant. Des accusations graves et non fondées selon Total Energy. Ce projet constitue un enjeu majeur de développement pour l'Ouganda et la Tanzanie. Et nous mettons tout en œuvre pour qu'il soit exemplaire en termes de transparence, de prospérité partagée, de progrès économique et social, et de développement durable et de respect de l'environnement et des droits humains. Total Energy estime que la construction de ces projets pourrait générer près de 80 000 emplois, directs et indirects.
Au Sénégal, l'ex-première ministre Aminata Touré, élue députée du camp présidentiel lors des législatives de juillet, a été déchue de son poste à la suite d'une initiative du camp présidentiel. Elle avait pris ses distances avec le président Macky Sall et son parti. Le bureau de l'Assemblée nationale a voté à sa déchéance après une saisine du groupe parlementaire du camp présidentiel qui dit avoir constaté la démission de fait de l'ex-première ministre. Les suites de la visite de Janet Yellen en Zambie, une visite au cours de laquelle la secrétaire d'État au Trésor a annoncé que les États-Unis allaient faire pression sur les créanciers de Zambie et notamment la Chine pour alléger la dette colossale du pays. La Zambie est en défaut de paiement et tente de restructurer ses emprunts. Écoutez. I believe the United States believes that it is critically important for Zambia. Je crois, et les États-Unis croient fermement, qu'il est très important pour la Zambie de restructurer sa dette. Il est capital de laisser la possibilité à la Zambie de faire les investissements nécessaires pour booster sa croissance économique et pour un développement durable. Nous avons déjà eu une dette il y a 15 ans. Cela a été résolu à travers des actions multilatérales. Malheureusement, à cause de nos propres actions, nous sommes revenus au point où nous n'arrivons pas à sortir de l'endettement. Ceci est la réalité. Et nous, au gouvernement, n'avons pas honte d'admettre que nous avons un problème. Ce déplacement est hautement symbolique. Le chef de l'état-major algérien Saïd Chengriha a entamé lundi une visite officielle en France. Il s'est entretenu avec son homologue français Thierry Burkhardt. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'ANP, l'armée nationale populaire et les armées françaises. C'est la première visite d'un patron de l'armée algérienne en 17 ans. La décoration de 49 soldats ivoiriens arrêtés en juillet au Mali. Ils avaient été condamnés puis graciés en janvier. Ils ont été décorés par le chef d'état-major de l'armée ivoirienne un peu plus de 2 semaines après leur retour à Abidjan. La correspondance de Sadia Mandjou. Les autorités ivoiriennes attendaient le retour des 49 soldats ivoiriens qui étaient détenus au Mali pendant 6 mois pour organiser cette cérémonie. C'est donc 850 casques bleus qui ont été décorés ce matin, des officiers et des sous-officiers qui ont reçu la médaille des mains de l'état-major des armées qui les a félicités pour leur mission au Mali. Cette présence intermalienne participe de la défense de l'avant et a contribué à garantir la sécurité de nos frontières. À tous, je dis bravo. Dans son discours, le porte-parole des casques bleus a remercié ses supérieurs, mais il n'a pas aussi hésité à souligner à quel point ces missions au Mali sont de plus en plus difficiles. Ce séjour aura connu bien de péripéties, tant dans la durée que dans le déroulement. Doutes et douleurs nous auront visités. Au final, ce furent de 6 à 34 mois de stress continu, mais de détermination permanente. Tous les soldats n'étaient pas présents ce matin lors de la cérémonie. 870 casques bleus ivoiriens sont toujours en mission au Mali. En novembre dernier, la Côte d'Ivoire avait annoncé le retrait progressif de ses troupes au Mali. Une décision en pleine crise diplomatique entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les deux pays semblent vouloir se réconcilier et normaliser leurs relations. Mais sa décision de retrait semble bien actée. En février et en août prochain, les dernières troupes ivoiriennes au Mali rentreront en Côte d'Ivoire et il n'y aura pas de rotation des troupes. Ce soir, on vous parle de la communauté berbère en Tunisie. Elle représente moins de 0,5% de la population. Les premiers habitants d'Afrique du Nord sont encore très présents en Libye, en Algérie et au Maroc, mais moins en Tunisie. Il reste tout de même quelques familles qui vivent encore dans les montagnes et pratiquent la langue amazigh pour préserver un patrimoine et un héritage souvent délaissés par l'histoire nationale. Reportage de Lilia Blaise et Hamdit Lili. Dans les hauteurs de Ras El Oued, au sud tunisien, cette maison blanchie à la chaux est une habitation troglodyte construite par une famille amazigh dans les années 40. Leurs descendants, ce couple de retraités, y habitent encore. Cette clé est très vieille. Elle date des années 40. L'architecture de la maison, taillée directement dans la montagne, permet une climatisation naturelle. Quand il fait froid dehors, il fait chaud ici. Et quand il fait chaud dehors, il fait frais ici. Son épouse travaille la laine pour créer des burnous, sorte de capes chaudes.
J'ai appris à faire ça dès mon plus jeune âge. On préfère ces habits-là plutôt que d'acheter des manteaux dans le commerce. Au moins, c'est 100% en laine, ça tient chaud. C'est une tradition amazigh. Ce patrimoine millénaire amazigh est menacé de disparition puisque leurs enfants ont quitté depuis longtemps ce mode de vie traditionnel, faute de travail ou d'infrastructures à proximité. Beaucoup de familles ont migré vers les villes, comme à Tataouine, où nous rencontrons Khadija, qui préserve l'artisanat du margoum, un tapis au motif berbère, rituellement confectionné pour les trousseaux de mariage. Les motifs sur les tapis viennent des tatouages que portaient nos grands-mères. Il y a l'œil qui nous protège de la tentation, le poisson et ce motif qui représente la chasteté. Khadija vend ses tapis dans des foires. Elle passe ce savoir-faire aux femmes de la famille, tout comme les habits traditionnels de mariage, les bijoux et la langue amazigh qu'elle parle. Cette transmission est nécessaire pour conserver un patrimoine délaissé. En Algérie ou au Maroc, la communauté berbère est plus importante. Donc il y a une forme de reconnaissance de l'État qui valorise cette identité. Ils enseignent même l'amazigh dans certaines écoles. Nous, c'est l'inverse. Il n'y a pas vraiment d'effort, car nous sommes en minorité. Ces dernières années, le travail associatif et les réseaux sociaux ont permis de montrer aux Tunisiens cet héritage. Myriam mise sur cette visibilité pour faire revivre la maison troglodyte de ses parents. Elle prévoit de la restaurer en un gîte rural touristique. Et on reste en Afrique du Nord où la neige est tombée avec abondance ces derniers jours. C'est le cas dans le nord de l'Algérie, dans les montagnes kabyles du Djurdjura, mais aussi à Chréa, une station de ski à 65 km d'Alger, la capitale. La neige qui a atteint les 15 cm, un manteau blanc au grand bonheur des enfants et des plus grands. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.